le podcast One Origin, bienvenue pour cet épisode. Avec One Origin, nous partons à la découverte du bien-être holistique, celui qui englobe santé et écologie. Écologie de soi, des autres, du monde dans sa diversité. À travers chaque épisode, nous allons explorer un angle du bien-être, ce bien-être qui est multifacette et sphérique. Alors, je te propose de plonger avec moi dans cet univers pour te donner quelques clés de transformation intérieure et extérieure et ainsi construire la vie que tu mérites. Bouger, c'est la vie. Mais dans notre société ultra sédentaire, on voit les conséquences de ce manque de mouvement. Des maladies cardiovasculaires, d'obésité, diabète, autant de pathologies dites chroniques qui empêchent que nous puissions développer notre vie à plein potentiel. Mais finalement, bouger n'est pas si difficile que ça. Pour plonger dans ce sujet, j'ai invité Joanna Siama, qui est coach en mouvement et en nutrition. Je te laisse avec cet épisode. Bonjour à tous, alors moi c'est Johanna, j'ai 29 ans, j'habite à Paris intramuros. Et pour vous résumer un peu ce que je suis et un peu ce que je fais, parce que je fais plein de choses par-ci par-là. En gros, j'étais à l'époque chargée de communication dans des grandes boîtes et petites boîtes. Et par la suite, après quelques années, je me suis reconvertie. Et donc, ça a été un chemin plein d'étapes. Je me suis formée en tant que professeure de yoga en Vinyasa et en Hatha. Je suis devenue également coach sportive, coach en mobilité articulaire, en pilates. Enfin, je me suis formée dans plein de disciplines au niveau du mouvement et au niveau du sport. Et en parallèle, comme je suis aussi passionnée de nutrition, je me suis formée en nutrition préventive et holistique. C'est vraiment une nutrition qui englobe tout. On n'est pas que sur de la diététique, on est vraiment sur tous les aspects de la nutrition, à la fois nutrition matérielle, nutrition énergétique. On prend aussi en compte le sommeil, on prend en compte le mouvement. Et puis après, de manière très autodidacte, bah, comme c'est un sujet qui me passionne, je continue à lire et à me former de manière continue. Pour vous dire un peu ce que je fais de manière plus concrète, j'accompagne à la fois des gens dans mon programme d'accompagnement où je les accompagne vraiment à restructurer, à rééquilibrer leur alimentation, à revoir un peu leur hygiène de vie au niveau du mouvement, au niveau de la gestion des émotions. J'ai aussi une autre catégorie de ma profession qui est vraiment donner des cours collectifs à la fois des particuliers, à la fois des entreprises. Et puis à la partie un peu plus formation, conférences, séminaires où j'interviens de manière plus ponctuelle. Donc ça, vraiment, ça englobe un peu tout ce que je fais aujourd'hui. Et si aujourd'hui je suis là pour vous parler de mouvement notamment et de plein d'autres choses, c'est parce que quand je travaille justement dans mon job précédent en communication, donc j'ai fait un parcours assez classique, licence, master, stage, et après, bon bah voilà, je suis restée un petit peu dans ce domaine-là pendant 4 ans, et j'étais très, très, très sédentaire, complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée de ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'étais malade très souvent, pour vous dire, j'étais malade tous les mois et demi. Autant que je me souviens, ma famille et mes amis me disaient que j'étais la fille qui tombait toujours malade, pour vous dire. J'avais des rhumes, des grippes, et puis j'avais des choses un peu plus chiantes comme des infections urinaires chroniques à répétition, en fait, qui venaient plusieurs fois par an et qui m'obligeaient à prendre des antibiotiques et avoir des traitements assez forts. À côté de cela, j'étais très fatiguée, j'avais toujours mon quota d'énergie qui était vraiment très bas. J'étais assez déprimée, j'avais vraiment des baisses de morale qui étaient un peu trop fréquentes. Et puis quand je m'informais autour de moi pour voir si c'était normal, on me disait bah oui, Johanna, tout le monde est fatigué. Bah oui, Johanna, tout le monde tombe malade. Bah oui, Johanna, c'est normal que tu aies mal au dos et que tu aies mal partout dans ton corps, mais c'est à 25 ans. Et donc je me suis dit, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au domaine de la santé de manière un peu générale, puisque je me tapais 2 heures de transport en commun aller-retour, ça me laissait le temps d'écouter des podcasts et de lire des livres et de lire des articles. J'ai commencé à me rendre compte que bah, à l'âge de 25 ans, c'était pas normal d'avoir tous ces symptômes et de se sentir aussi mal. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et à partir de là, j'étais toujours en fonction. J'ai commencé à réintroduire le mouvement dans ma vie. Moi qui suis fan de danse depuis toute petite, j'avais arrêté complètement la danse. J'ai repris la danse. Faut savoir que je suis pas du tout sportif à la base, sportive, pardon. C'est-à-dire que je détestais le sport.
je pense comme peut-être 80% des gens détestent le sport, bah moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, essaye le yoga ou essaye le vélo, essaye différents sports et vois si t'aimes bien. Et je voyais que c'était vraiment un moyen pour moi d'évacuer le stress, d'évacuer toutes les pensées négatives, de reprendre aussi un peu d'énergie. Et puis j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'aspect plus nutrition, de comment bien m'alimenter. Et donc avec tout ce que j'ai mis en place, avec la gestion du stress, la gestion des émotions et de trouver un équilibre au niveau de ma santé, bizarrement, tout est un peu parti. C'est-à-dire que pour vous dire, aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai pas fait une infection urinaire. Ça fait 4 ans que je tombe pas vraiment malade. Alors j'ai déjà eu des rhumes par-ci par-là, mais rien de ce que j'avais avant. Au niveau de mon énergie, de ma fatigue, ça m'arrive d'être fatiguée évidemment, mais c'est plus comme avant où c'était vraiment devenu chronique. Tous les jours j'étais fatiguée, tous les jours je me réveillais, ça allait pas bien. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire ici, et c'est pour ça que j'ai commencé à me former, et puis j'ai décidé de me reconvertir complètement. Et finalement, cette idée de bouger plus, de te reconvertir, de pivoter tout ce que tu faisais, t'a donné une énergie. Merci d'avoir commencé avec autant d'énergie, Johanna. Ça me fait trop plaisir parce que je pense qu'on est bien dans la preuve concrète que bouger, c'est la vie. Et bouger nous fait rester en vie et nous redonne l'énergie dont on a besoin pour continuer. Et tu disais, en fait, tu disais que ce n'est pas normal d'avoir mal au dos quand on a 25 ans. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir mal au dos même quand on a 100 ans? Surtout quand on voit des personnes qui pratiquent, en fait, qui pratiquent des sports qui n'ont pas forcément besoin d'aller faire du ski ou de faire un triathlon ou un marathon, mais qui pratiquent le mouvement, l'activité physique et qui ont 100 ans ou 108 ans, comme je voyais l'autre jour, et qui n'ont pas mal au dos, tout le contraire, qui ont une énergie où on se dit, mais waouh, moi aussi je veux arriver à 108 ans comme eux. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de 25 ans, le corps entre en état de dégénérescence. C'est-à-dire que le corps vieillit, donc les muscles vieillissent, nos articulations vieillissent, et donc elles se dégénèrent. C'est normal, c'est un peu triste d'y penser, mais c'est la normalité. On n'a pas le même corps à 20 ans qu'on a à 70 ans, qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entretien, et c'est là, et c'est donc c'est hyper intéressant. Ce n'est ni normal d'avoir mal au dos à 25 ans, ni normal d'avoir mal au dos à 60 ou à 70 ou à plus. Si je m'explique, on continue de mettre son corps en mouvement. Parce que notre corps, pardon, c'est une machine qui est très intelligente, qui est très résiliente et qui s'adapte très bien à tout ce qu'on lui donne. Donc en fait, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple du grand écart. Souvent, on pense que le grand écart, c'est réservé soit aux bébés, soit aux danseurs ou soit aux gymnastes. Les bébés, parce que quand on prend un bébé et qu'on prend ses jambes, on l'écarte, il est hyper souple, il est très mobile, c'est une espèce de pâte à modeler. Et puis après, quand le bébé commence à vieillir, devient enfant, adolescent et adulte, comme on apprend à un très jeune âge à être sédentaire, à rester devant ses jeux vidéo, à moins sortir dehors, et puis après, quand on vieillit, on est sur les bancs d'école, et puis après, on commence un travail, donc on est très rapidement sédentaire. Donc, nos adducteurs, nos articulations et nos muscles bougent beaucoup moins et se rigidifient. Donc le grand écart, on oublie. Ou alors à moins qu'on soit danseur ou gymnaste. Sauf que si tu apprends, toi, on t'apprend à faire le grand écart depuis le plus jeune âge et que tu continues à faire le grand écart dans ta vie adulte, qu'est-ce que tu sauras faire à 100 ans? Tu sauras faire le grand écart. Tu n'auras pas perdu parce que tu auras vieilli. La seule chose que tu perds, c'est quand tu arrêtes en fait de pratiquer le mouvement, que tu arrêtes de bouger ton corps et là le corps commence à perdre. Et souvent, quand on commence à vieillir, on ralentit le rythme au niveau du corps. Donc on se dit, bon, bah, j'ai 40, j'ai 50 ans, je peux pas faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Vous la connaissez cette phrase de, non, mais là, j'ai 50 ans, je peux plus faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Alors, c'est oui et non, dans le sens où alors effectivement on n'a pas forcément, on n'est pas aussi jeune, mais ce que je veux dire c'est que si on entretient son corps et qu'on continue à bouger, à 50 ans on aura les mêmes aptitudes qu'on a à 20 ans. Et ça, je peux vous le garantir. Donc, plutôt que de freiner la cadence, j'ai envie de vous dire, maintenez la cadence et continuez à nourrir votre corps par le mouvement. Et vous allez voir qu'en fait, les petits problèmes qu'on va avoir d'épaule, de dos, de hanche, de nuque, en fait, naturellement, elles vont partir.
Je suis Major Mouvement sur les réseaux sociaux et c'est lui qui m'a appris ça, qui est assez incroyable et qui disait que 95% des douleurs de dos disparaissent d'elles-mêmes, notamment grâce au mouvement. Donc effectivement, il y a 5% qui sont pathologiques, où là c'est beaucoup plus complexe et il faut être suivi par un kiné, par un ostéopathe, par un professionnel de santé. Mais 95%, c'est quand même énorme. On parle de 95%, quoi, je veux dire. Donc si elles partent d'elles-mêmes, ça veut dire qu'au final, on n'a pas forcément besoin d'avoir un traitement, de se faire opérer, de... C'est pas grave, en fait, ça va partir de soi-même si on prend le temps de bouger. Tu sais, ça résonne très fort en moi parce que en 2015, février 2015, suite à l'accouchement de ma fille, on m'a déclaré une double hernie discale, L5, L6, avec l'idée en tête qu'il fallait que je m'opère sous 1 an, 2 ans, parce que voilà, après une grossesse, on développe ça et qu'il ne faut pas attendre 40 ans pour avoir très mal et avoir des répercussions sur toute la vie, etc., etc. Et moi, têtue que je suis, et un bon bélier que je suis, j'ai dit non. En fait, vous me dites que je ne pourrais plus faire mon yoga, mon pilates, tout ce que j'aime. Bah non, je vais vous montrer que oui. Et je pense que ça a été le déclic pour que, bah, comme toi, je démissionne dans mon poste de fonctionnaire et que je dise, bah, je reprends ma santé en main parce qu'hors de question que cette hernie s'installe. Et tu sais quoi? 1 an après, je n'avais plus aucune douleur. Ah, ça, Zéro. Et personne, en fait, personne ne comprend ce qui s'est passé alors que moi, je le comprends, je l'ai vécu, je l'ai senti. C'était la reprise du mouvement, de l'activité physique que j'avais oublié, j'avais fortement modifié avec la grossesse, le postpartum, etc., etc. Et en fait, on sous-estime, je pense, l'activité physique, on sous-estime le fait d'être consistant, de ne pas se dire, ah, je vais faire plein de choses d'un coup. Bah, moi, en tant que maman, en 2015, enfin 2014, 2015, c'était hors de question de me dire, bah, je reprends mes pratiques comme elles étaient avant, tout simplement parce qu'il me fallait un temps de réadaptation. Mon corps avait subi pendant plus d'1 an des changements. Et bien. donc, comment est-ce que je pourrais me dire, bah, je reprends des postures de yoga où je savais très bien qu'il fallait que remuscle mes muscles et retravaille mes articulations. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au, c'est une parenthèse, mais au système de santé actuel. Je vais faire Mm. attention à comment je formule les choses, mais les médecins et les professionnels de santé aujourd'hui en France et je pense partout ailleurs aussi dans le monde ont une vision très symptomatique de n'importe quelle maladie ou n'importe quel trouble qu'on peut avoir. Donc c'est comment guérir le symptôme le plus rapidement possible pour soulager la personne le plus rapidement possible. Ce qui, on peut dire, peut être une bonne approche au départ, mais le problème c'est que euh, ce personnel-là de santé n'est pas forcément formé à une santé holistique, et quand je dis holistique, c'est complète. Donc ça prend en compte la branche du mouvement. Donc ces médecins-là, ils sont formés à, elle a une hernie, ok, du coup je l'opère, ça va la soulager, ça va lui faire du bien, elle va guérir. Mais ils sont pas forcément formés à toutes les autres approches, et je vais faire le parallèle avec, je parlais de mes infections urinaires au début. Donc moi, je souffrais d'infections urinaires chroniques, j'en avais 7 ou 8 par an. Donc des fois, je prenais 2 à 3 doses antibiotiques par mois. Enfin, c'était un enfer, mais voilà, c'était un peu ça ma vie. Et j'avais consulté, bon, des médecins généralistes traitants, j'en avais consulté à l'appel. J'avais consulté plein de spécialistes, gastro-entérologues, spécialistes des reins, de la vessie, gynécologues, enfin, une pléthore de spécialistes. Et à chaque fois, c'était vraiment focus sur le symptôme, comment alléger le symptôme le plus rapidement possible. On va te faire des antibiotiques, ah ça marche pas, ok, du coup on va te faire un traitement sur 6 mois d'antibiotiques, et là peut-être que ça va irradier le virus et que ça va passer. Et aucun m'a dit, mais attends, voyons voir le terrain, voyons voir le corps, comment tu t'alimentes, comment est-ce que tu bouges, comment est-ce que tu t'hydrates, est-ce que tu es stressé ou t'es pas stressé, est-ce que tu es déprimé ou t'es pas déprimé, comment est-ce que tout ça, ça va affecter ton système immunitaire par rapport à des infections urinaires. Personne, aucun spécialiste. Je suis sortie de 2 ans de voir des médecins, des spécialistes à répétition avec aucune évolution, aucune amélioration, pardon.
Et quand en fait j'ai décidé enfin de prendre en main ma santé, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des médecins, attention, je veux pas dire non plus, c'est pas un autre cas extrême, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à me dire, ah en fait, le terrain et mon hygiène de vie, elle est importante et elle a une influence directe sur cette maladie en fait que j'ai à répétition, c'est là que j'ai commencé à comprendre, ah ok, c'est pas juste une partie du corps qui est affectée, tout est en symbiose ensemble. Et c'est là, en fait, que c'est important d'agir. Parce que si on se fonctionne que sur une partie, ah, j'ai mal au dos là, du coup, il faut que je fasse des exercices avec ma balle de tennis là, pour soulager là. Mais en fait, non, parce que ta douleur du dos, elle peut venir des hanches, elle peut venir des ischios, elle peut venir de ta mâchoire, elle peut venir du stress, elle peut venir d'une inflammation due à l'alimentation. Tout est multifactoriel et c'est vraiment à ça, en fait, qu'il faut regarder. Donc, attention à un problème, une solution et plutôt un problème multi-solution. Voilà, je voulais faire une parenthèse par D'accord. rapport à ça. Bah, tu sais, en Ayurveda, on dit que la pathologie n'y est pour rien, le terrain et tout. Et qu'en fait, la pathologie, elle vient nous titiller comme une alarme pour nous dire, eh oh, toi, être à l'extérieur de ton corps et à l'intérieur ton esprit, ton âme, il y a un décalage avec qui tu es en tant qu'être vivant, en tant qu'être non sédentaire, en tant qu'être qui ralentit, qui ne va pas à 1000 à l'heure. Et Mm. elle est pas, en fait, je pense qu'on peut voir la pathologie, la maladie, le déséquilibre en général comme un ami qui essaye de nous dire regarde ta vie en général et pas, comme tu le disais, pas la douleur dentaire. C'est ça, en fait, euh, par rapport à ça, j'aime dire ce qui nous arrive, les pathologies, les petites maladies, les petites merdes comme ça du quotidien, j'aime dire c'est un mal pour un bien. It's Ouais. a gift in disguise, comme il dirait en anglais. C'est un cadeau, mais je sais pas comment traduire, mais bon. On le voit pas tout de suite. On C'est pense ça, que c'est une exactement. malédiction, mais C'est après ça. c'est un cadeau. Ouais. Au début, c'est très chiant, on a juste envie de s'en Ouais. débarrasser, mais en fait, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur plein d'autres choses. Et moi, je sais que si j'avais pas eu toutes ces petites merdes que j'ai eu quand je travaillais, j'aurais jamais ouvert les yeux, j'aurais continué dans mon train-train, parce que bah, j'aurais pas ressenti le besoin d'aller voir ailleurs, d'explorer d'autres pistes. Et on a tous une fragilité. Des fois, moi, ça va être les infections urinaires, d'autres, ça va être l'acné, d'autres, ça va être effectivement le mal de dos qui va venir se répéter. On a tous nos zones de fragilité, mais elles sont là, en fait, pour nous ouvrir les yeux et pour venir explorer. Du coup, c'est toujours un mal pour un bien, parce que généralement, quand on souffre de quelque chose, on fait beaucoup plus attention à notre environnement et à la fois à ce qu'on met dans notre corps. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment c'est pas forcément une mauvaise chose si on arrive à le prendre en compte et à venir travailler autour de ça. Qu'est-ce que tu ferais avec quelqu'un qui te dirait mais Joanna, j'ai pas le temps, je vis à Paris, je prends le RER, le métro, et puis je cours derrière je ne sais pas quel bus pour traverser Paris. Je n'ai pas le temps de prendre le temps. Hmm. C'est hyper intéressant parce que je pense que c'est la problématique de la plupart de mes clients qui viennent me voir, c'est que j'ai pas le temps. Et moi, je sais plus qui avait dit ça, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Cette personne avait dit, le temps, c'est une illusion. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que généralement, quand on n'a pas le temps de faire quelque chose, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est soit deux choses. Soit on n'a pas envie de le faire, soit on n'a pas l'énergie de le faire. Donc ça revient à je travaille beaucoup, je suis dans les transports, j'ai des enfants, etc., etc. Avant tout, j'aimerais le décomposer en plusieurs parties. Premièrement, j'aimerais définir c'est quoi avoir le temps. Parce que tu as des personnes effectivement qui vont avoir par exemple 3, 4 enfants, 2 jobs. Et là, effectivement, avoir le temps, ça va être compliqué. Puis après, tu as une personne qui va travailler dans une grande entreprise, mais qui le soir va aller boire des verres avec ses collègues, va regarder peut-être Netflix ce soir, sachant qu'il n'y a aucun jugement sur rien du tout. C'est-à-dire, définissons d'abord notre emploi du temps par rapport au temps. Euh, Parce que ce que je dis simplement, c'est que, mis à part le fait, pardon, qu'on ait des très fortes contraintes de temps, on arrive généralement à trouver des créneaux. Mais le problème, c'est, je pense, plus la relation qu'on va avoir vis-à-vis du sport. Et là, je dis pas mouvement, je dis bien sport, parce que c'est vraiment un peu le mot qui peut avoir plusieurs connotations, soit positives, soit
un peu péjorative. Donc, pour beaucoup d'entre nous, et c'était le cas aussi pour moi, le sport, c'est relié à une émotion directement qui nous fait penser à la punition, quelque chose de punitif. Et on n'a qu'à regarder à la période dans laquelle on est actuellement après les fêtes, c'est j'ai mangé comme une dinde à Noël, il faut que j'aille cramer toutes les calories que j'ai prises à la salle de sport. Ou alors, j'ai pris 3 kilos, il faut que j'aille brûler tout ça à la salle, il faut que j'aille l'éliminer. Et c'est toujours dans l'esprit d'une contrainte plutôt qu'un plaisir ou alors un moyen de se faire du bien et de se vider la tête. Et donc, pour moi, c'est moins le fait de penser est-ce que j'ai le temps ou pas, et plus quelle est l'histoire que je me raconte Hmm. autour du sport. Est-ce que je le vois comme une contrainte ou un plaisir? Parce que si tu le vois comme une contrainte, et là on va revenir aux nouvelles résolutions, si le sport pour toi c'est une contrainte et que tu dis il faut que je me remette au sport et au mouvement, je t'assure que tu n'arriveras pas à créer une habitude pérenne parce que c'est pas possible si tu ne prends aucun plaisir dans ce que tu fais. Une fois qu'on a fait un peu le tri dans de notre histoire, de l'histoire de l'histoire qu'on se raconte par rapport au sport, là on revient à la contrainte du coup du temps. Et si tu es quelqu'un qui est effectivement surmené, un emploi du temps qui est extrêmement chargé, moi ce que je dis toujours c'est on commence avec 5 minutes. Est-ce que tu as 5 minutes dans ta journée à consacrer au mouvement? Je te parle pas d'aller à la salle de sport, je te parle pas d'aller faire 1 heure de course à pied, je te parle de 5 minutes. Et généralement, ce que j'aime faire, c'est que j'aime coupler ces 5 minutes de mouvement à une habitude qu'on a déjà ancrée dans notre quotidien. Donc ça peut être le matin quand tu te réveilles, tu prépares ton café. Pendant que ton café est en train de chauffer, est-ce que tu peux me faire 2, 3 exercices de mobilité? Ou le soir, quand tu fais ton dîner, pendant que ton dîner finit de cuire et de se préparer, est-ce que tu as la place dans ton salon, dans ta cuisine, de faire quelques étirements, de faire quelques postures de yoga? Par exemple, ça peut être plein de choses différentes. Et une fois qu'on a intégré ces 5 minutes de mouvement à une habitude qu'on a déjà dans notre quotidien, ce qui rend la chose plus facile encore, puisqu'on n'a pas l'impression de faire de la place pour caler ces 5 minutes, puisque ces 5 minutes-là, on les a déjà dans quelque chose d'autre au final. Mais une fois qu'on les a calées, comment est-ce qu'après on peut les augmenter au fur et à mesure? Donc c'est vraiment ce qu'on parlait au début de les petits pas et les petits pas. Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais 5 minutes, c'est rien, ça sert à rien. Non, 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 on va oublier cette mentalité. Quand on est très sédentaire, le fait de juste bouger 5 minutes, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme et ça va en fait créer un espèce d'élan, une impulsion pour le corps et pour l'esprit de vouloir plus. Parce que ce qui est le plus difficile au final quand on fait du sport, et je mets des guillemets au sport parce que moi je préfère parler de mouvement, mais là je veux vraiment parler de sport, ce qui est le plus difficile, c'est au final de commencer. Comme toutes les tâches qu'on a dans notre quotidien, où on va un peu à reculons, c'est le fait de mettre ses baskets, mettre son jogging, c'est le fait de commencer. Mais une fois qu'on a fait ces 5 minutes, peut-être qu'en fait tu auras envie de faire encore 5 minutes de plus. Hmm. Mais le fait de commencer avec juste 5 minutes et de te dire, de toute façon, j'ai que 5 minutes à faire, ça rend beaucoup plus, ça désencombre en fait le cerveau de la charge mentale de j'ai besoin de faire mon sport. De toute façon, c'est que 5 minutes. 5 minutes, je les ai. Et peu importe l'agenda chaotique que tu vas avoir, on arrive toujours à trouver les 5 minutes. Autre chose que j'aimerais clarifier là-dessus, c'est que, tu vois, je reviens à ces 5 minutes, on n'a pas besoin de libérer 1 heure de son temps, voire 1 heure et demie ou 2 heures pour aller à la salle de sport. C'est généralement un peu cette croyance qu'on a de si j'ai pas 1 heure pour aller courir, par exemple, et que je finis pas en sueur par terre en train de mourir tellement je suis fatiguée, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Et alors, autant ne rien faire et de rester chez moi, puisque si c'est pas hyper intense et que si c'est pas au moins 1 heure, ça ne fait rien. Mais en fait, c'est faux puisque le fait de bouger que 5, 10, 15 minutes, ça a déjà des effets extra bénéfiques au niveau de la santé. Aussi, ce que j'aime bien pour aller à l'étape de dessus par rapport à ces 5 minutes de mouvement, c'est dans une étape ultérieure, donc après qu'on ait réussi à intégrer ces 5 minutes de mouvement, c'est comment est-ce que j'arrive à bouger tout au long de la journée par des pauses mouvements. Moi, je les appelle des pauses mouvements. C'est marrant parce que j'ai écouté un podcast l'autre jour par un neuroscientifique qui parlait, donc il est anglophone, et il parlait de movement snacks. Hmm. On traduit ça par des encas mouvements en français. Et je trouve ça très intéressant la manière dont il dit, mais du coup, les deux traduisent le même concept. C'est qu'en gros, tout au long de la journée, tu vas faire des pauses. Ça va dépendre un peu aussi de ta charge de travail, de ta possibilité à faire des pauses, mais des pauses entre toutes les heures et demie, toutes les heures et demie, pardon. Ça peut être entre 1 minute à 5 minutes, selon la disponibilité que tu as. Et on essaye de bouger de manière soit modérée, ça peut être aussi intense, tout au long de la journée. Donc moi, si je prends mon exemple personnel, après moi je bouge pas mal pendant la journée, mais quand je suis chez moi et que j'ai des temps
de travail derrière mon ordinateur où je sais que je vais avoir des temps où je vais être assise pendant plusieurs heures, j'ai toujours chez moi, je ne sais pas si ça va vous parler, une kettlebell. C'est un espèce de poids qui est un peu rond et on a une espèce de manche pour l'attraper un peu comme un espèce de mini sac à main. Donc ça, il y a des poids, des décathlon de 4, 8, 12 kilos et ainsi de suite. Donc j'ai toujours ce poids-là qui est hyper versatile, il est très polyvalent, on peut faire plein de choses avec. Je me lève, je fais quelques swings, donc quelques espèces d'allers-retours avec mes hanches. Je peux faire des squats, après je vais faire peut-être quelques postures, quelques étirements. Et ensuite, j'aime bien finir avec une espèce de un recentrement au niveau de ma respiration pour faire baisser ma respiration au niveau du ventre, peut-être faire un peu de cohérence cardiaque, peut-être juste faire quelques respirations nasales pour activer mon système nerveux parasympathique, entrer en état de relaxation, de détente et faire baisser en fait la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ensuite, je me remets au travail. Ça, tout ce que je viens de dire, je l'ai fait en 3 minutes 50. C'est-à-dire que je peux élever mon rythme cardiaque en faisant une activité modérée et intense en 1 minute 30. Ensuite, je prends le temps peut-être de m'hydrater un petit peu et de respirer de manière consciente. Et dès que je me remets en fait devant mon bureau, c'est comme si j'avais branché mon corps à une prise électrique dans le mur et que je m'étais rechargée. Tu vois, c'est comme si j'avais plus de batterie et que je m'étais rechargée grâce à ce que je viens de faire. Et si tu accumules 3 minutes 50 deux, trois fois dans la matinée, 3 minutes 50 deux, trois fois dans l'après-midi, au fur et à mesure, tu vas peut-être avoir 20 à 30 minutes de sport à la fin de ta journée, sans que tu t'en sois rendu compte et sans que ça soit une contrainte psychologique d'aller à la salle de sport. J'espère que ça a répondu à tes questions. Bah, c'est tout à fait ça, surtout parce que je pense que tu seras d'accord avec moi. Ce qu'on essaye de faire est d'habituer le corps, le cerveau, à plus d'activité physique au fur et à mesure et que notre cerveau soit suffisamment intelligent pour nous pousser à voir que finalement, on peut faire un peu plus de place au Complètement. mouvement, au sport. Comme tu le dis, au sport dans son ensemble. Le sport, on n'a pas besoin de s'essouffler et d'arriver au bureau en suant, mais on peut très bien vite marcher ou voilà, vraiment faire bouger notre corps, élever le rythme cardiaque, etc., etc. Donc, je pense que c'est plus que notre volonté intellectuelle, cognitive, de dire check les 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1h30 à la salle de sport, c'est plus oh, il me tarde de sortir et bouger, marcher, ou Mm. ah, je vais faire ces 3 minutes 50 qui finalement peut-être ce seront 5 minutes d'une activité avec poids ou sans poids, d'étirement, d'ouverture de la cage thoracique. Et ce qui est intéressant, c'est que et je trouve ça hyper intéressant. J'avais lu aussi plusieurs études par rapport à la sédentarité. Et donc, il y a des personnes qui font tous les jours 1 heure de sport par jour, que ce soit à la salle de sport, où ils vont courir, ou peu importe l'activité qu'ils vont faire, ce qui est très bénéfique. Tu vois, dans le discours que je suis en train de dire, je dis pas faut arrêter la salle de sport ou faut arrêter de faire du sport, pas du tout. C'est plus pour les personnes qui ont du mal à s'y mettre, comment trouver des alternatives. Mais plus qu'une alternative, même pour les gens qui ont cette pratique déjà et cette habitude de bouger ou de faire du sport de manière régulière, voire quotidienne, aujourd'hui, on sait, grâce à des études qui ont été faites, que faire 1 heure de sport par jour, mais si à côté tu restes assis 14 heures devant ton bureau, ça ne va pas soulager ou atténuer les effets néfastes de la sédentarité, malheureusement. Ce qui va réellement les atténuer et faire que tu vas passer d'une personne étant sédentaire à une personne qui n'est plus sédentaire, c'est le fait de bouger tout au long de la journée. Et vraiment, je veux mettre l'accent sur le fait de bouger tout au long de la journée et pourquoi pas, effectivement, après d'avoir 1 heure de CrossFit, 1 heure de yoga, 1 heure de course à pied à côté. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Mais le fait de bouger tout au long de la journée, c'est hyper important parce que le fait de rester assis pendant des heures durant, ça va avoir des conséquences déjà à court terme qui vont être assez néfastes, comme la circulation sanguine qui va diminuer. On va être beaucoup moins oxygéné au niveau du cerveau, au niveau des muscles, au niveau des articulations. Ça va créer aussi des distorsions au niveau du diaphragme, au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, de par la posture qui va être prolongée. Tu vois, c'est pas pour dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise posture, mais si on reste dans une même posture pendant des heures durant, ça va venir affecter nos organes, qu'on le veuille ou non. Donc en fait,
déjà à court terme, ça va poser problème. Et puis après, bon, il y a d'autres problèmes sur le long terme qui sont un peu moins drôles, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, bouger tout au long de la journée le plus possible. Et après, oui, trouver aussi, pourquoi pas, une activité qui vous fait du bien par la suite, peut-être même juste une fois par semaine. Ça peut être, souvent on pense souvent à la salle de sport comme l'unique moyen de bouger, parce que c'est un peu ce qui est accessible aussi, de toute façon, de même financièrement. Mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être disponibles. Ça peut être de la danse, ça peut être de l'escalade, ça peut être du tir à l'arc, ça peut être de l'escrime, ça peut être du judo. Enfin, il y a tellement de possibilités et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à aussi explorer de nouvelles activités en dehors que les activités un peu basiques qu'on connaît. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, quand je dis que je détestais le sport, c'est qu'en vérité, je détestais aller à la salle de sport. Je détestais faire la machine, j'arrive jamais à prononcer son nom, l'épileptique, non, l'elliptique. Ah, Euh, ouais, tu vois, le fait de bouger les bras, les jambes en même ouais. temps, ou alors de mettre dans un treadmill, enfin dans un tapis de course et de courir en regardant le mur du néonès orange ou faire un cours d'abdos fessiers. Ça, c'était pas mon délire et je trouvais aucun plaisir à le faire. Mais j'ai commencé à explorer un peu hors des sentiers battus d'autres activités. Je me suis dit, mais attends, il y a plein de choses qui existent en fait. Il faut juste venir essayer et trouver un peu ce qui nous plaît et ce qui nous donne de l'énergie. Voilà. Et tu as mentionné la danse au début, tu viens de la rementionner. On ne pense pas à la danse comme un sport, et pourtant, on bouge tellement et on bouge plein de muscles. En fait, on bouge des muscles auxquels on n'y penserait pas. La danse, c'est assez incroyable parce que on bosse déjà beaucoup le cardio, puisque après, ça dépend de la danse qu'on fait, mais généralement, on va accélérer le rythme cardiaque. Et en plus de ça, en plus de tous les bénéfices physiques que ça apporte, mentalement, c'est prouvé que la danse, c'est l'un des meilleurs sports, l'un des meilleurs mouvements, parce qu'on va voir la coordination, donc tout ce qui est l'aspect mémorisation, tout ce qui est l'aspect en fait concentration et mémorisation, elles vont s'activer plus, beaucoup plus qu'un cours collectif que tu vas suivre où tu suis les mouvements ou que faire deux, trois mouvements à la machine de musculation. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est dire que juste que la danse, il y a en plus de ça la, la composante de mémorisation, concentration, donc ça vient activer en plus de ça beaucoup plus le cerveau, donc c'est hyper intéressant la danse et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller danser parce qu'ils se disent je sais pas danser ou j'ai jamais dansé. Pourquoi est-ce que je vais aller danser? Sachez, je sais pas où vous habitez, mais en tout cas dans les grandes villes et aussi les villes à taille moyenne, généralement il y a des cours débutants, voire d'initiation. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'on apprend vraiment les bases des bases. Et même si on est quelqu'un qui est pas coordonné, même si quelqu'un on a du mal à apprendre les mouvements, je trouve que c'est vraiment un beau challenge. Et surtout, je pense qu'on est tous faits pour danser parce que moi, quand je regarde les bébés ou les enfants, tu leur mets un peu de musique, il n'y en a pas un qui danse pas. C'est juste qu'en grandissant, socialement parlant, on nous apprend que danser, bah, si t'es pas trop le meilleur, faut pas trop danser parce que c'est un peu gênant, on a un peu honte. Donc en fait, on se raconte encore une fois cette histoire de je sais pas danser, j'ai jamais dansé, la danse c'est pas fait pour moi. Mais quand tu regardes instinctivement les bébés, eux ils dansent tous. Donc tu vois, c'est vraiment encore une fois peut-être se reconnecter aussi à son enfant antérieur, je pense, qu'on a un peu oublié en grandissant. C'est ça. Bah, tu sais, moi, je le vois avec ma fille qui a 8 ans. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise va danser ou tu peux danser sur cette musique. Elle le fait naturellement et parfois elle s'arrête même pour dire attends, je dois sentir le rythme. Alors que personne ne lui a dit mais attends, il faut que tu sentes ça ou qu'il faut. Non, il faut pas s'arrêter, il faut continuer, il faut. Non, elle le fait naturellement et sans demander une permission. Donc, comme tu le dis, on oublie notre enfant intérieur, il est enterré par cette idée de je dois être le meilleur, en fait, les gens doivent voir que je sais, je suis un pro, alors que qui a dit on devait arriver à un niveau d'un pro? Exact. On est juste en train de rigoler, de se connecter à notre corps, de se reconnecter à un corps qui, comme tu l'as dit, reste devant l'ordinateur, devant un écran, et on s'en fiche du reste. Et
peut-être c'est une vision que moi j'ai du yoga, ou en fait un yoga, ou plutôt dans les cours d'asana, de respiration, on s'en fiche de ce que l'autre fait. On se reconnecte à nous-mêmes, à ce que notre corps peut faire aujourd'hui, qui n'est pas la même chose qu'il peut faire demain. Je pense que c'est ça aussi, en fait, le mouvement, le sport, l'activité physique. On s'en fiche des objectifs où je dois avoir, je sais pas, X% de masse musculaire et 10% de masse graisseuse. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que et la raison pour laquelle j'aime dire le mot mouvement et pas le mot sport, c'est exactement pour cette raison-là, parce que le sport a la connotation de performance. Le Ouais. sport a la connotation d'objectif, de performance et de compétition. Et c'est ce qui, je pense, pour beaucoup de personnes, les empêche de franchir peut-être une salle ou peu importe l'activité qu'ils veulent ou qu'ils souhaitent pratiquer, c'est mais je vais être ridicule, mais je vais pas être Mm. assez forte, mais je vais pas être assez souple, mais je vais pas être assez endurante. Et en fait, si tu veux, le mouvement, c'est une toute autre perspective et une toute autre vision de bouger parce que ça nous fait du bien et pas parce qu'il y a un chronomètre, pas parce qu'il y a un objectif physique ou sportif à atteindre. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de sortir un peu de cette vision. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de la compétition ou de voir le sport comme une performance, bien sûr, mais c'est pas la seule vision en fait du mouvement. Et je pense que c'est aussi notre société actuelle qui fait comme on est en compétition dans tout et qu'on est en performance dans tout, on ramène ça aussi au mouvement qui devrait être une chose qui est naturelle de base et qu'on devrait tous faire. On devrait tous bouger tout le temps parce que le corps, naturellement, n'est pas fait pour être assis, on n'est pas fait pour avoir les modes de vie qu'on a. Enfin, qu'on soit honnête, sinon, on n'aurait pas autant de problèmes et de troubles musculo-squelettiques si c'était une vie qui était faite pour nous. Et des Mais maladies chroniques, le exactement, diabète, des maladies cardiovasculaires. bien sûr, mais tu sais que parenthèse, mais la sédentarité, Mm. euh, ça accroît. Alors, j'ai plus les statistiques exactes devant moi, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Attends, je vais les retrouver rapidement. Mais en gros, voilà, c'est bon, je les ai. La sédentarité, elle devance quand même la mortalité de la consommation de tabac. Ah, On est sur ouais. plus 47% de mortalité, toutes causes confondues, donc plus 90% de mortalité cardiovasculaire, plus 112% de développer un diabète. Elle favorise 35 maladies chroniques. Donc là, on a tout ce qui est arthrose, arthrite, ostéoporose, diabète, AVC, cancer, troubles respiratoires, troubles de la vision. Puisqu'on a un champ de la vision qui va se rétrécir, puisqu'on regarde toujours droit devant soi, À la euh, même distance. à la même distance. Ouais. Il y a aussi un truc qui m'avait choqué énormément, c'était par rapport aux enfants. Mm. Il y a aussi une étude pareille qui a démontré que les enfants ont perdu 25% de leur capacité respiratoire en 40 ans. C'est énorme. Et il faut savoir qu'un enfant sédentaire, ça devient un adulte sédentaire, puisqu'on prend souvent les habitudes qu'on a créées Ouais. quand on est petit. Donc effectivement, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais oui, voilà, On ne parle pas de la sédentarité comme une maladie, et pourtant elle l'est. c'est un peu comme Et une l'est, c'est la maladie du 21e siècle, en fait, du 20e siècle et du 21e davantage. surtout que quand on est sédentaire, généralement, c'est un peu connecté à plein de choses. Moi, je sais que quand j'étais sédentaire, bah, ce que je mangeais, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Donc, généralement, quand on bouge pas, généralement, ça va avec aussi, bah, je m'alimente pas très bien. Ça va aussi avec, je suis un peu déconnectée de mon corps et de mes émotions. Je suis aussi déconnectée de mon environnement. Moi, je suis persuadée, par exemple, pour prendre soin d'autrui, pour prendre soin de la planète, pour prendre soin de plein de choses autour de nous, il faut d'abord savoir prendre soin de soi. Donc quand on est déconnecté de soi, évidemment qu'on est déconnecté de tout ce qui nous entoure. Donc c'est un cercle en fait, et c'est comment transformer ce cercle vicieux en cercle virtueux. Et des fois, il faut juste en fait avoir l'impulsion de commencer à bouger plus, et tout de suite, on va aller vers plein d'autres choses à côté, quoi. Parce que finalement, l'écologie, elle commence par l'écologie du soi, de soi et du soi. C'est c'est très juste ce que tu viens de dire, Johanna, et je suis contente que tu aies ouvert cette porte de comment peut-on prétendre de prendre soin de ce monde alors qu'on est déconnecté. Euh,
sans notre volonté, forcément, de notre corps, de notre esprit et de qui nous sommes en tant qu'être. Bien sûr. Et moi, j'ai longtemps, quand je me suis reconvertie un peu, j'ai un peu douté. Je me suis dit, parce que moi, je sais, enfin, tu le sais, l'écologie, c'est quelque chose qui est très, très cher à mon cœur et je pense qu'il devrait l'être pour tout le monde au vu de ce qui se passe, mais qui me préoccupe et qui m'inquiète. Et je me suis dit, mais je fais pas assez pour l'écologie ou comment je peux faire assez. Tu sais, c'est un peu cette mentalité de il faut que je fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je me suis dit, dans le travail que je fais, j'ai aucun impact écologique. Et puis après, j'ai commencé à reformuler, à me dire, mais non, c'est pas vrai, parce que quand j'aide les gens à se reconnecter à soi, quand j'aide les gens à aller mieux, à avoir une meilleure hygiène de vie de manière globale, eux, ça va aussi leur permettre, en fait, d'être plus sensibles à ce qui les entoure et de s'ouvrir au monde aussi qui les entoure, d'être plus sensibles à l'environnement. Et en fait, c'est une espèce ouais, de cercle vertueux, en fait. Ouais. Ça commence par soi. Un effet papillon. Exactement, ouais. Il faudrait tous qu'on bouge davantage, qu'on se reconnecte plus aux autres et C'est aux ça. autres espèces, Et de s'émerveiller d'un petit rouge-gorge. ouais, complètement. Et tu vois, ça me fait réfléchir aussi au bienfait de l'activité physique de manière générale et du mouvement sur la santé mentale, parce que là, on a parlé beaucoup Ouais. de santé physique. Aussi, le sport, je parlais de performance et d'objectifs. Par rapport à la partie objectif, on voit encore le sport de manière très réductrice comme le sport pour perdre du poids, le sport pour prendre du poids, le sport pour se construire un corps qui va être fin, affiné, tonique, où je vais avoir des abdos saliants, peut-être que je vais avoir des plus gros fessiers ou des plus gros bras. Et donc on est toujours sur cette espèce de objectif physique. Encore une fois, sans critiquer, on peut avoir des objectifs physiques, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage parce que ça reste très réducteur de ce que ça peut nous apporter de manière plus globale. Et au niveau de la santé mentale, et souvent je vois sur les réseaux sociaux énormément de comptes qui parlent de santé mentale et j'adore et j'en suis plein. Euh, Par contre, il y a encore très très peu cet aspect de le mouvement au service de la santé mentale. Et pour moi, ça c'est selon moi et c'est très très personnel, mais pour moi c'est aussi important d'aller voir un psy ou de faire une thérapie que d'à côté prévoir du temps pour bouger. Parce que c'est bien de libérer par la parole, c'est bien d'être écouté, mais on a absolument besoin de libérer par le corps aussi. Et ça, souvent, on l'oublie un petit peu. Donc pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Une fois, j'avais eu rendez-vous avec une psy il y a quelques temps et j'avais commencé à lui parler et elle m'avait dit, est-ce que vous faites du sport? Et je lui dis oui. Et elle m'a dit, ok, parce que moi, je prends aucun patient qui ne fait pas de sport à côté. Et elle m'a dit ça m'avait un peu choquée au début. Je m'étais dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Mais en fait, ça fait tout son sens. Et aujourd'hui, les psys qui prescrivent des séances de sport, ça devient de plus en plus habituel. Bon, ça devrait l'être de plus en plus, mais parce que l'esprit et le corps, c'est pas deux choses qui sont dissociées, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de santé mentale et de santé physique, il y a la santé tout court. On ne peut Ouais. pas avoir, désolé l'expression, mais un corps qui fonctionne de manière merdique et avoir une super santé mentale, ou alors avoir une mentale de merde, mais avoir un corps au top. Non, ça marche pas. Tu seras jamais, ça marche pas. C'est vraiment les deux ensemble. Et tu vois, donc il y a vraiment l'aspect de le mouvement, ça nous aide à vieillir mieux. Déjà de manière physique, on parlait des profs de yoga à 100 ans ou de faire du yoga à 100 ans parce que ça va entretenir nos articulations, nos muscles, notre mobilité de manière générale. Mais aussi au-delà de ça, ça va nous permettre déjà d'évacuer notre stress. Il faut savoir que le mouvement, c'est la manière d'évacuer le stress qui est aujourd'hui la plus efficace. Le stress, en fait, le fait d'être assis tous les jours pendant des heures durant devant son ordinateur ou devant son téléphone en train de travailler, ça va créer du stress par rapport au travail. Ça peut être un stress qui va être grand, ça peut être un stress qui va être diffus, mais qui va quand même être présent. Et au bout d'un moment, ce stress, il a besoin d'être évacué. Sauf que s'il évacue pas, ça va faire une espèce de tampon. Donc ça va rester, ça va rester, ça va rester, ça va augmenter la production de cortisol et ton cerveau, il va rentrer en mode combat-fuite.
Donc, ça va activer le système nerveux sympathique. C'est ce qu'on appelle en anglais le fight or flight, ce qui est un mode qui est absolument nécessaire à la survie de l'homme, mais qui n'est pas censé être activé tout le temps. Il est censé être activé quand il y a quand il y a un vrai danger, quand il y a une vraie situation problématique dans laquelle on a besoin de soit se défendre, soit déguerpir de la situation. Mais normalement, elle ne devrait pas s'activer en fait tout au long de la journée parce que notre boss nous emmerde, parce qu'on a une deadline, on a un projet à rendre, ou parce que tout simplement le travail fait qu'on est stressé. Donc, Et tout simplement parce que aussi, en fait, le cerveau, il ne sait pas identifier, il sait pas identifier quelle situation est vraiment dangereuse et quelle situation est juste un mix de nos émotions, de notre, oui, de notre stress, de l'accumulation d'énergie à l'intérieur de nous, je pense. c'est ça, t'as très bien résumé la chose. En fait, notre cerveau a du mal à faire la différence entre un puma qui va nous courir derrière et la deadline, le projet qu'on a à rendre. Ça paraît fou comme ça paraît fou, mais c'est la vérité. Le cerveau a du mal à faire la différence. Ce qui fait qu'on rentre dans un état de stress. Donc, les battements du cœur s'accélèrent. Tout de suite, on transpire plus, notre mémoire est affectée, on est plus crispé. Il y a plein de choses physiologiques qui se passent dans notre corps. Le problème avec ça, c'est que ça peut induire un stress chronique. Si jamais on ne sait pas gérer justement ce stress, si on ne sait pas faire la différence, si on ne sait pas comment l'évacuer, ça peut devenir chronique. Et si ça devient chronique, le problème, c'est que ça entraîne une dérégulation au niveau du plan nerveux, au niveau endocrinien, donc au niveau des hormones, et au niveau métabolique. Donc ça bouleverse en fait le bon fonctionnement du système immunitaire et ça vient accélérer le vieillissement de celui-ci. C'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des maladies, si ne serait-ce que presque toutes, l'origine peut être le stress, très très souvent. Donc c'est vraiment, on s'induit ce stress-là. Donc le fait de bouger, ça va permettre de faire circuler les énergies, d'évacuer le stress, d'évacuer l'anxiété. Après, si on peut coupler ça à la respiration, à la méditation, si on peut coupler ça avec des bonnes relations sociales qu'on va avoir autour de soi, encore mieux. Mais vraiment, prendre le temps de bouger plusieurs fois dans la journée, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment permettre au stress de s'évacuer. Donc c'est vraiment la première chose que je pense qu'on sous-estime par rapport au sport ou au mouvement, c'est vraiment la composante du stress. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'ailleurs à ça. Non, je pensais tout simplement au fait de, en fait, on parle, que ce soit avec la vision ayurvédique ou plus avec la vision plus moderne, où on chiffre tout. On parle aussi des, de tout ce qui est, comment est-ce on fait notre cerveau, en fait, comment est-ce qu'on fait pour que notre cerveau arrête d'avoir mille et une pensées d'être toujours en train de bouger et de se calmer, d'arriver à atteindre des ondes delta, theta, on en parle assez souvent dans le monde moderne. Dans le monde ayurvédique, on le sait depuis des milliers, grâce à la méditation, grâce à la concentration, mais une concentration pour pour arrêter de penser. En fait, on veut méditer, on se dit, je suis stressée, je vais méditer. Mais en fait, en tant que je suis en train de méditer, j'ai la pensée des courses que je dois faire, du fait que en fait, j'ai que 5 minutes 30 pour méditer et pas plus parce que après je dois prendre le bus ou j'ai ma pause qui est finie. Et tout ça, à mon sens, en fait, en plus, il est prouvé, tu parles aussi d'études plus modernes, il est prouvé que plus on fait en sorte que notre cerveau arrête les mille et une pensées, plus on arrive à évacuer une partie du stress et se mettre en mouvement pour que l'autre partie s'évacue. C'est, Complètement. ce n'est pas, en fait, on peut pas se dire, ah, je suis stressée, du coup, je vais faire vite, je vais aller courir et après, je retourne aussi vite que je suis partie pour Mm. continuer ma deadline qui est dans 3h40. C'est pour ça que je trouve que la respiration alliée au mouvement, elle est elle est très intéressante Ouais. parce que tu vois le fait de méditer déjà, ça demande beaucoup de pratique. On peut pas, enfin c'est très difficile d'arriver sans jamais avoir médité ou très très peu et d'arriver à se recentrer et à faire le vide dans sa tête et de méditer. Ça c'est un exercice qui prend du temps
à masteriser. Moi, ce que j'aime bien dans l'étape d'avant la méditation et qui marche aussi très bien, c'est tout simple, c'est la cohérence cardiaque. Si on n'a pas le temps de méditer, si on a le temps de bouger 2-3 minutes et après de venir à sa respiration, c'est alors le temps exact, c'est 5,5 secondes. Donc tu peux faire 5 ou 6 secondes, ça on s'en fout à la limite. Tu fais 5 ou 6 secondes d'inspiration et 5 ou 6 secondes d'expiration. Idéalement, les scientifiques et les experts disent 5 minutes. Après, on n'a pas forcément 5 minutes et pour bouger, pour respirer. Donc, si déjà on arrive à faire déjà quelques inspirations et quelques expirations pour retrouver une cohérence cardiaque, pour justement rentrer dans ces ondes dont tu parlais, pour pouvoir se recentrer et s'ancrer, c'est déjà extrêmement bien. La respiration, pareil, peut-être qu'on refera un podcast là-dessus ultérieurement parce que c'est aussi un tout autre sujet qui, moi, me passionne et je suis en train de lire un livre qui est très intéressant qui s'appelle Respirer Ouais, par Jane Nestor, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais, qui est juste incroyable. Enfin, on pourra en parler peut-être une autre fois, mais c'est vrai que c'est deux carrément. outils par rapport au stress qui sont extrêmement importants, le mouvement et la respiration. En Et pleine aussi, conscience, j'ai envie d'ajouter, en pleine conscience, et en pas pleine juste se dire, conscience. je respire, allez, un 2 3 4 5 j'expire, allez, un 2 3 4 5 ok, c'est bon. Ouais, c'est pas, oui, voilà, pas comme une checklist en mode c'est une tâche à faire, une tâche en plus. Non, en fait, c'est vraiment le temps pour se vider la tête Ouais. et pour justement ne pas penser aux courses qu'on doit faire, aux enfants qu'on doit aller chercher à l'école et je ne sais combien de tâches. C'est vraiment se concentrer, c'est tout bête, mais sur sa respiration. Écouter Mm. l'inspiration, écouter l'expiration. Visualiser, observer ce qui se passe dans son corps. Est-ce que mon ventre se gonfle? Est-ce qu'il se creuse? Comment est-ce que mes épaules sont? Est-ce qu'elles sont relâchées? Est-ce que je suis crispée au niveau des trapèzes? Est-ce que je ramène mes épaules aux oreilles? Ou est-ce que, au contraire, je suis relâchée vers le sol? Est-ce que j'ai mes ischions ou mes pieds qui sont à plat, ou est-ce que je sens que je manque d'équilibre? Et le fait de s'auto-scanner, ça permet d'enlever le focus sur les mille et une tâches à faire et de se concentrer sur soi-même, sur sa respiration, sur son corps, sur son esprit, sur son mental. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous calmer en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. 100%, mais 100%. Tu l'as très bien résumé, je pense. Et comme tu dis, la respiration, c'est tout un autre sujet. Donc, je Ouais, pense, mais je pareil. sais qu'on fera quelque chose à ce sujet parce qu'on ne respire pas. On pense respirer, mais en fait, on ne respire pas. Non, non, Je tease déjà, je fais des teasers. mais sur ce sujet, est-ce que je pourrais en parler 2 heures? Mais pour revenir au mouvement, Ouais. tu parlais tout à l'heure de pensées négatives. Le fait qu'on a les pensées négatives et qu'on a ce cercle-là, tu vois, pareil, basé sur d'autres études, on sait qu'aujourd'hui le sport, donc l'activité physique, hem, les sensations positives qui sont déclenchées par l'activité physique sont induites par la libération d'hormones. Et donc au sein des hormones, tu as l'oxytocine qui est l'hormone responsable des liens sociaux. Donc quand tu tisses des liens, quand tu as une conversation amicale avec quelqu'un, quand tu sors, Quand peut-être tu es en train d'accoucher aussi. aussi. Et en fait, tisser des liens, Ouais, oui, ses enfants, ses amis, ses parents, n'importe lesquels, on sait aussi qu'elle est produite avec l'activité physique. Et tout donc, à quand fait. cette hormone de l'oxytocine, elle est combinée à la libération d'endorphine, donc l'hormone du bonheur, on se sent naturellement beaucoup plus heureux. Alors certes, ça dure pas toute la vie, c'est éphémère, mais, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi casser le cercle vicieux des pensées négatives. Donc cette spirale qu'on a un peu de pensées négatives, que le cerveau adore faire d'ailleurs, il adore se projeter sur les pires cas qui puissent exister, qui puissent nous arriver, c'est normal, c'est son système de protection, il est fait pour ça. Mais du coup, le fait de faire du mouvement, de se mettre en mouvement, ça permet en fait de casser ça, de libérer toute cette chimie au niveau du cerveau et ça va aussi s'avérer bénéfique pour notre état d'esprit puisque on va avoir une meilleure confiance en nous. Le fait de comprendre et de savoir qu'on arrive à faire face à des activités un peu plus difficiles. Ah bah tiens, j'arrive, c'est un exemple, Mm. mais j'arrive à me mettre en chien tête en bas, ou j'arrive à faire une pompe, ou j'arrive à courir assez rapidement. Peu importe en fait les obstacles qu'on va franchir, et aussi le fait d'atteindre certains objectifs parfois, puisque même si on n'a pas forcément d'objectif au départ, le fait de bouger régulièrement, notre corps, les capacités physiques, que tu le veuilles ou non, vont s'améliorer de toute façon. Donc en fait, quand tu vas comprendre que, bah, je sais pas, il y a 2 mois, le fait de monter des escaliers, j'avais l'impression que j'allais vomir par terre. Bah, aujourd'hui, quand je monte mes escaliers, ah, je suis plus essoufflée.
je me sens hyper énergétique, j'ai pas de problème à monter les escaliers. Tout ça, ça va booster la confiance en soi. Et c'est du coup aussi une distraction pour les pensées négatives. Et ça ne veut pas forcément dire les mettre sous le tapis ou faire semblant qu'elles n'existent pas, mais c'est plus une espèce d'aide pour aider, pour s'auto-aider à prendre du recul Mm. et plus d'objectivité sur les problèmes qu'on va affronter dans notre vie. Et moi, je sais que ça marche beaucoup pour moi, où j'ai des moments où je sais que ça va pas, où j'ai des problèmes, peu importe les problèmes que je vais avoir, et le fait de me mettre en mouvement, ça va pas les faire disparaître, mais je vais me dire: «Ah tiens, je sais comment l'approcher d'une manière différente» et ça fait toute la différence. On se met en mouvement et on trouve des solutions. Les Exa problèmes, ce ne sont pas vraiment un problème si on leur trouve des solutions. Tu parlais des hormones et du système endocrinien que, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, bah, comme on disait tout à l'heure, qu'on prend les symptômes et on se dit, bah, on a un hyperthyroïdisme, un hypothyroïdisme, on a une endométriose, on a le syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc. Et on ne fait pas forcément le lien entre bah, le mouvement, ses effets au niveau physique et mental et les hormones, parce que le système endocrinien, il est connecté. On ne peut pas dissocier les hormones reproductives, des surrénales, du pancréas, d'où aussi je pense que le diabète, il y a des personnes qui nous écoutent qui ont le diabète, ça vaut le coup de ne pas se dire, ah, je suis diabétique, pardon, parce que j'ai un souci au pancréas, mais comment cela se passe globalement pour tout mon système endocrinien au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Le stress et son impact sur, parce que tu parlais de l'endorphine, de l'oxytocine, de tous ces hormones qui ont un impact très subtil qu'on ne peut pas toujours quantifier au Tout à niveau. fait. Tu parles d'hormones et il y a, je suis désolée, je parle beaucoup d'expériences scientifiques parce que j'adore me nourrir de ça et ça me passionne, mais j'ai lu je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, que l'exercice physique pouvait soulager les personnes qui sont touchées du TDAH. Donc c'est les personnes qui ont Mm. des troubles de l'intention, de la concentration avec hyperactivité. Et ça a révélé que l'activité physique peut améliorer les comportements agressifs, les problèmes sociaux, la maîtrise de soi, l'anxiété, mais aussi la dépression, parce que l'activité physique, ça va stimuler la croissance de nouvelles cellules dans le cerveau. Ça va également du coup augmenter la production d'une autre hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. Donc il vient stabiliser l'humeur en fait qui peut être très changeante, surtout si on est atteint de TDAH. Et ça va réduire aussi l'inflammation pardon, au niveau du cerveau qui est liée à la dépression, parce que tous les troubles qu'on va avoir ou les maladies qu'on peut avoir, quand c'est situé au niveau du cerveau, c'est une zone qui est inflammée. J'avais écouté aussi un podcast extrêmement intéressant, c'était par rapport à la nutrition cette fois-là, d'un d'un psychiatre très connu aux États-Unis. Je sais plus jamais, je suis très mauvaise avec les noms, il faudrait que je le retrouve, mais en gros, qui fait de nombreuses études au sein de la prestigieuse université de Harvard et qui avait eu un patient atteint de schizophrénie. Et la schizophrénie, comme d'autres troubles, comme la bipolarité, c'est des zones au niveau du cerveau qui sont inflammées. Et grâce uniquement, donc cette personne était en surpoids ou obèse, je crois même, et avait des complexes physiques et du coup voulait se remettre au sport et manger mieux parce que voilà, elle voulait avoir un corps avec lequel elle se sentait plus à l'aise. Et donc ce psychiatre-là, qui était aussi très intéressé par la nutrition, lui a, lui a préparé un espèce de rééquilibrage alimentaire. Euh, et suite à ce rééquilibrage alimentaire, c'est un truc de fou parce que moi, quand je l'ai écouté, sérieux, hein, je me suis dit, non, ce n'est pas possible puisque c'est quelque chose qui ne se soigne pas. La schizophrénie, je crois qu'elle était partie à 95% ou 90%. Il faut savoir que la schizophrénie, comme la bipolarité, comme plein de troubles psychologiques, psychiatriques, c'est quelque chose qui est considéré comme incurable, d'accord, on ne le fait pas partir de base. Et c'est un truc, pour moi, c'est un truc de fou dingue, de se dire qu'avec des outils qui sont à notre disposition aussi simples que faire du sport, que bien manger, que gérer ses émotions et son stress, on peut anéantir, éliminer plein de choses.
qui sont à la base où on se dit: «Mais c'est incurable, c'est pas possible, c'est qu'à base de médicaments». Enfin, voilà, je fais encore une parenthèse, je digresse, mais voilà, ça m'a rappelé aussi un petit peu ça, quoi. Je crois, on est bien d'accord, à partir du moment où on regarde la personne dans son ensemble et pas uniquement un endroit précis, on voit mieux. On voit mieux non seulement comment est-ce qu'elle est arrivée à ça, donc quelles sont les conditions extérieures et intérieures, mais aussi on comprend que peut-être ce déséquilibre n'est que le résultat d'une addition de micro-déséquilibres qui se sont cumulés, en l'occurrence, au fil du temps, et que c'est juste le pic de l'iceberg, mais qu'il faut regarder Complètement. en dessous. L'Ayurveda, tu le sais, moi, je partage l'Ayurveda avec le même amour que tu as pour les études, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a des approches qui finalement, en fait, sont très complémentaires et qui sont très similaires, Ils se rejoignent au final, au niveau se des informations. rejoignent, voilà, au bout des comptes. Mais c'est pareil, on regarde pas un déséquilibre tel quel, mais on retranscrit l'histoire de la personne. Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Quels sont les éléments les plus subtils, comme tu disais avant? Est-ce que tu fais du sport? On ne pose pas forcément la question de cette façon-là, mais voilà, quelle est ta journée? Quelles sont tes semaines? Quels sont tes mois? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis un étant serein ou sereine? Pourquoi pas? Est-ce que tu oui, est-ce que tu trouves ton équilibre? Et par rapport à ça, à cette idée d'équilibre, Johanna, je voudrais aussi qu'on traite, très brièvement cette idée de, hem, je ne trouve pas en fait, le sport, il est pas fait pour moi parce que je ne trouve pas le sport ou le mouvement qui me correspond. Qu'en Mmh. penses-tu de ça? En fait, c'est quelque chose que j'entends parfois. Mais tu sais, c'est pas fait pour moi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça revient à ce que je disais un peu au début. Moi, je l'entends souvent. Ça, je l'entends tout le temps. Le sport, c'est pas fait pour moi. Et pour cause, moi, je le disais aussi. Je disais: «Mais le sport, c'est pas fait pour moi», parce que j'aimais pas ça. Et je pense que ça revient un peu à cette histoire qu'on se raconte, de quelle est notre histoire avec le sport. Ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'ai connu une fille qui était très sportive quand elle était jeune, gymnaste, je crois. Et en fait, elle a été traumatisée par, ses parents qui l'ont obligée à avoir une vie, complètement déjantée avec les compétitions et cetera, et elle a arrêté, elle a dit: «En fait, le sport, c'est pas fait pour moi». Mais c'est parce qu'elle avait une vision du sport qui était, très, un peu un monde de tyrannie où tu es enfant, tu n'as pas d'enfance parce que tu es en compétition Mmh. en permanence, parce que tu déglingues ton corps, parce que faut aussi savoir que le sport en excès, c'est néfaste pour les articulations. De toute façon, tout ce qui est en excès généralement, tout ce qui est hors de l'équilibre, c'est néfaste. Donc faut aussi faire attention, parfois à pas tomber dans l'excès de: «Je fais trop de sport et je bouge trop», parce que ça peut être aussi indicateur d'autres troubles. Donc faut faire aussi attention. Mais ça va vraiment dépendre de votre histoire par rapport au sport, et c'est vraiment, Heu, comment défaire en fait ce nœud qu'on s'est créé dans sa tête de: «Qu'est-ce que le sport? À quoi ça ressemble? Le sport, c'est la performance, le sport, c'est ci, le sport faire c'est ça», et en fait dézinguer ces croyances limitantes. Comment tu peux les faire? Ça peut être, en tout simplement en les écrivant sur un papier pour comprendre, déjà faire le travail d'auto-comprendre d'où elles viennent, de ce que ça veut dire pour toi, et après trouver des contre-exemples. Souvent, ça c'est un peu ce qu'on aime faire dans les croyances limitantes, c'est de trouver des contre-exemples. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font du sport et qui aiment bien ça? Est-ce que ça existe des gens qui prennent du plaisir? OK, si ça existe, qui les fait? Comment? Quel sport? Quel genre de mouvement? Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on rentre dans un espèce d'univers où on a des multiples possibilités de comment bouger, et plutôt qu'à d'avoir juste une seule ou 2 possibilités, on a un monde qui s'ouvre à nous, et là, c'est à vous, enfin, c'est aux personnes d'aller explorer, d'aller essayer. Ce que je dis souvent, c'est que les activités proposées, en France, elles sont nombreuses, et il y a un truc qui s'appelle, cours d'essai, Ouais. qui souvent est gratuit.
ou alors ça coûte 3 € ou 5 €, enfin je ne sais pas, mais voilà, ça, souvent c'est gratuit. Ou alors il y a même des passes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a tellement de possibilités, il y a des passes qui te donnent accès à plein d'activités différentes et tu vas essayer. Et après, à toi aussi de trouver un peu ce que tu aimes faire. Entre parenthèses, une fois que tu as trouvé ton activité, là, je vais faire un peu la chiante et la relou, mais c'est très très bien. Mais après, il y a une étape d'après. Mais ça vient après, mais je vais quand même la mentionner ici. C'est comment bouger son corps complètement. Parce que souvent, des fois, on va essayer une activité, puis on va s'éprendre de cette activité, ça va devenir notre passion absolue. Moi, je pense au yoga, dans mon cas. C'est devenu ma passion absolue, le yoga. Je ne faisais que du yoga. Alors, le yoga, c'est génialissime. Je parle du yoga asana, donc je parle de posture. Je parle pas de toute Ouais. la partie spirituelle, philosophique, respiratoire. Je parle vraiment de la partie mouvement du yoga en termes physiques. Et donc, c'était que ça, c'était que je bougeais avec le yoga. Alors, le yoga, c'est très bien, mais le yoga, c'est pas complet comme activité. Là, je la prends vraiment dans la partie Ouais. activité physique. On va pas forcément travailler en termes de renfort avec des poids. On va beaucoup être aussi en passif, en relâché au niveau des muscles, au niveau des articulations, ce qui fait que on a besoin de compléter le yoga par autre chose. Pareil, si on adore faire de la course à pied et qu'on se dit: «Oh, course à pied, c'est ma passion absolue». Je rencontre beaucoup de personnes où c'est leur passion absolue de courir et je leur dis: «Mais du coup, mais t'arrives pas à toucher tes orteils avec tes doigts. T'es un peu bloqué, non, quand même au niveau des hanches et au niveau des ischio-jambiers?» «Ah ouais, je suis bloquée». «OK, bah, peut-être un peu de yoga, ça te ferait un peu du bien peut-être?» Ou alors un peu de mobilité articulaire? Ou comment est-ce qu'en fait on vient pratiquer des activités physiques qui vont être complémentaires les unes avec les autres? Hem, Parce que quand on est sur une activité physique qui est très répétitive au niveau des postures, ce qui est le cas du yoga, on répète beaucoup les mêmes postures. Il y a même des pratiques de yoga comme, hem, Ashtanga par exemple ou Mysore qui vont répéter des séquences qui vont être la même séquence à chaque fois de postures de yoga. Au bout d'un moment, si ton corps il est habitué à faire que certaines postures d'une certaine façon, à une certaine amplitude, bah, tout le reste, en fait, il va pas vraiment travailler, ça va créer un autre déséquilibre. Donc ça veut pas dire que c'est compliqué, attention, ça veut dire que, bah, le matin, j'aime marcher et puis peut-être le jour d'après, je fais un peu de danse et le jour d'après, j'ai mon petit poids à la maison et je fais un petit peu de renforcement ou j'ai mon petit élastique. Encore une fois, rien c'est pas besoin de quelque chose de compliqué ou de très, très long. C'est juste comment est-ce que je compense et comment je bouge mon corps dans son intégralité à la fois que j'entraîne mon endurance pour ma santé cardiovasculaire, pour mon petit cœur qui est très important, pour aussi augmenter la capacité de nos poumons pour accueillir l'oxygène et avoir un bon équilibre entre oxygène et CO2. Comment est-ce que je renforce mes muscles? C'est quand même bien de soulever parce que dans la vie de tous les jours, on va quand même soulever nos courses, on va soulever peut-être des cartons, on va aider un copain à déménager, on va porter notre enfant, porter notre chien. Donc on a des dans notre vie de tous les jours, on va porter des choses, donc on a besoin de se renforcer. Et puis après, tout ce qui va être mobilité articulaire ou souplesse de manière générale, comment est-ce que je vais l'entraîner? Voilà, c'est une petite parenthèse, mais qui je pense aussi, dans un deuxième temps est importante. Fait toute la différence. Et tout comme on ne mange pas des courgettes tous les jours, tout le temps, je pense que c'est important de varier aussi les Merci. mouvements qu'on fait et comme tu dis, ne pas rester dans les mêmes séquences. Moi, personnellement, je ne pratique pas l'ashtanga. Je pratique plutôt le hatha yoga qui est plus, en fait, Merci. plus, voilà, plus diversifié, plus dans en fait, un flow où on n'a pas des séquences, mais plutôt de quoi a-t-on besoin de travailler aujourd'hui. Mais effectivement, dès qu'on se renferme dans une séquence qu'on fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah voilà, je mange trop de courgettes, trop de bananes, ou trop de choses qui sont healthy, mais Ouais, qui, au fil des mois, bah, c'est je vais ça. développer une allergie. J'avais vu je crois que c'était un ostéopathe. On avait un petit peu parlé et il m'avait dit, moi, les patients que je vois le plus fréquemment chez moi, c'est les crossfitters et les yogis. Parce que, oh, tu vois, là, j'ai pris l'exemple du yoga, mais le crossfit, c'est pareil. Le crossfit, je trouve que c'est un sport génial qui est très varié, puisqu'on bosse l'haltérophilie, on bosse le renforcement, on bosse la gymnastique et on bosse la mobilité articulaire. Donc, et l'endurance, donc le stamina. Donc très 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 bien. Mais pareil, on est sur beaucoup de répétitions, beaucoup de mêmes mouvements qui peuvent être traumatisants pour les articulations. Donc si on ne sait pas comment complémenter cette pratique avec autre chose pour
en fait, la santé de nos articulations, très rapidement, va se retrouver chez le kiné et l'ostéo, comme les yogis qui vont se faire des claquages aux ischios, très souvent, c'est très très régulier, des tendinites aux épaules, des tendinites aux poignets, des tendinites partout. C'est vraiment deux activités où, encore une fois, c'est deux activités où les gens sont très passionnés. C'est des domaines où les gens, ils mangent, ils respirent yoga, où ils mangent et respirent crossfit, ils mangent et respirent, peu importe l'activité, et c'est là où ça devient un peu dangereux d'être focalisé sur une seule chose. Au début, c'est une belle porte d'entrée, mais une fois qu'on est rentré, OK, très bien, mais laisse-moi aussi m'ouvrir à d'autres choses. Ça veut pas dire que tu vas t'inscrire dans 40 000 clubs, ça veut dire que peut-être que tu as ton studio yoga, mais que chez toi, tu vas faire quelques petits exercices, 5-10 minutes par jour, pour venir associer un peu de renforcement, par exemple. Et je pense, je connais beaucoup moins le CrossFit, mais le yoga, on a détourné, oui, on a détourné l'objectif en fait, du yoga. Quand on parle du yoga, c'est notamment dans ce cas les asanas, les postures, qui n'étaient pas à la base de l'exercice physique pour se renforcer, mais plutôt pour relâcher des énergies, pour faire de la place aux autres étapes comme la respiration, la concentration, la méditation. Donc, ce n'était pas pour se muscler, pour étirer, même si on le fait par ici et par là, selon aussi les séquences qu'on choisit, selon aussi les connaissances qu'on a de nous-mêmes, en fait, de nos propres besoins. Et du coup, on l'a transformée en activité physique à part entière, en oubliant que quand en fait, elle a été créée, la philosophie du yoga, elle existe depuis très très longtemps, mais quand elle a été plus ou moins structurée et formalisée, bah, ces gens-là faisaient d'autres choses dans leur vie. En fait, ils étaient des agriculteurs, des cueilleurs, ils se faisaient plein d'autres mouvements qui venaient compléter. En fait, cela faisait partie de leur vie. Ils ne restaient pas, comme on le pense, toute la journée en train de méditer. Il y en avait certaines personnes, oui, mais d'autres, non. Et donc, eux, ils se complétaient avec des mouvements que nous, aujourd'hui, bah, si on est dans une ville, on est un citadin, on n'est pas en train de faire le potager dans un jardin où on fait plein de mouvements, où on soulève, où on se... Voilà. Et c'est là où... En fait, c'est pour ça qu'on dit, ah, mais le yoga, il cause des blessures articulaires, etc. Mais parce que ces mouvements, ils sont pas faits à la base, pour subvenir à tous nos besoins C'est très juste. musculo-articulaires. C'est très juste et tu prends l'exemple du yoga et moi je prends l'exemple du sport, d'activité physique de manière générale. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait subir à nos corps, si tu veux, d'aller faire des pinchas ou faire des squats ou faire peu importe les mouvements qu'on va faire, c'est un système pour compenser l'inactivité qu'on a aujourd'hui dans les villes, justement. Parce que quand tu regardes nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ou même pas besoin d'aller dans nos ancêtres, on regarde un peu les blue zones, les zones bleues qui existent dans le Ouais, monde. Il y en a au Japon, il y en a en Sardaigne, il y en a aussi en Californie, au Costa Rica, il y en a ouais. 5, il me semble, dans le monde. C'est que les gens En vivent Grèce. centenaires et en bonne santé. Et donc, il y a plusieurs points qui font qu'ils vivent très longtemps. Et l'un des points, c'est le mouvement, donc l'activité physique. Mais quand tu les vois, eux, ils ont pas de salle de CrossFit, ils n'ont pas de studio de yoga, ils n'ont pas de cours d'abdos fessiers. Non. Eux, leur activité physique, c'est d'aller dans les champs, c'est d'aller à la montagne, de marcher, après de soulever les sacs de pommes de terre au niveau des épaules, de les placer dans leur maison, dans leur je ne sais où. Et en fait, c'est ça leur activité physique. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans les villes, c'est de imiter en quelque sorte ce que eux font en fait dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? On essaie de compenser avec notre yoga, avec notre crossfit, avec tout ça, Ouais. pour en fait un peu mimique, enfin avoir une espèce de, ouais, de mimique de ça, quoi. Mais c'est toute une question de compensation. Comment est-ce que je compense le fait que j'ai plus une vie nomade, j'ai plus une vie où je me déplace, ma vie elle a changé, comment est-ce que j'installe du coup le mouvement? Et du coup, ça ouvre la porte à une notion qui est intéressante, c'est le mouvement fonctionnel, donc c'est faire des mouvements qui vont être utiles dans la vie de tous les jours, pas juste faire des mouvements esthétiques dans le yoga. Ça, c'est aussi un autre sujet qui moi, j'ai pas envie de dire qui m'énerve, mais tu vois, cette espèce de course absolue à vouloir faire le meilleur pincha, à vouloir faire le scorpion, à vouloir faire
des postures qui sont très très jolies sur Instagram, hein. C'est sûr que ça donne envie de les faire, mais niveau fonctionnel, bon, je suis pas sûre que le pincha une utilité fonctionnelle, le scorpion non plus. Au contraire, je trouve que ça met beaucoup de contraintes au niveau des épaules. Et donc c'est comment revenir, comment déjà mettre l'ego de côté. Parce qu'on dit souvent, non, non, mais dans le yoga, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de jugement. Ça dépend. Ça dépend où tu fais ton Ouais. yoga, ça dépend avec qui tu le pratiques. Dans l'absolu, il n'y en a pas normalement. Mais ce que je veux dire, c'est mettons l'ego de côté. Arrêtons de vouloir soulever 250 kilos au squat, ça sert à rien non plus. On peut soulever lourd sans soulever des charges astronomiques. Parce qu'il faut aussi faire la différence de soulever lourd ou faire des très belles postures. À quel point ça va nous servir dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça va plus nous faire du mal que du bien? Donc voilà, il y a aussi le retour un peu aux bases et aux mouvements fonctionnels. Voilà. Et à ce dont on a vraiment besoin, parce qu'une personne qui a moins de muscles de par sa constitution aura d'autres possibilités qu'une personne qui est musclée de naissance. Elle est née avec plus de muscles et du coup, il y a d'autres, et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Donc aussi comprendre au niveau de ma constitution de quoi ai-je besoin pour être fonctionnel à 100 ans, sans avoir besoin de faire un scorpion ou de, comme tu le disais, de se lever, de montrer que Ouais, ouais. les muscles sortent partout, même où ils ne devaient pas sortir. C'est ça, et puis surtout les gens qui font du sport à outrance ou qui voilà, pratiquent du yoga de manière avancée à outrance ou qui font du Ouais. crossfit à outrance, arrivés à un certain âge, malheureusement, les articulations ne suivent plus. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Pas de sport, c'est pas bon, mais trop, c'est aussi Ouais. mauvais parce que ça va tout aussi impacter de manière néfaste les articulations que si tu n'en faisais Ouais. pas. Donc, c'est comment aussi trouver un juste milieu. Ouais. Arrêtons de faire tout à outrance. C'est ça, arrêtons de faire Et trop pour faire mieux. voilà, ouais, C'est et intelligemment. plus avec en pleine conscience, en nous reconnectant. Johanna, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Parce que moi, je pense qu'après cet échange passionnant qui pourrait durer des heures, je nous vois. Je pense qu'ils voudront te retrouver. Donc, même s'ils vont trouver tout dans la barre d'infos, j'aimerais que tu nous rappelles qu'on peut te trouver ailleurs que ici. Bah écoutez, vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est mon principal, comment dirais-je? Canal? Canal, merci, oui, canal de communication. Donc c'est Johanna avec un H et deux N, Siama SCIA 2 A. Et donc je publie, bon là j'ai un petit peu fait une petite pause, mais je publie très régulièrement plein d'astuces, de conseils qui vont être directement connectés au mouvement, aussi à l'alimentation et au bien-être de manière générale. Sinon, j'ai une newsletter aussi hebdomadaire. Si vous voulez me trouver sur ma newsletter, c'est un format qui est très différent de ce que je fais sur Instagram. Beaucoup plus à voir avec ma vie, mes exemples de vie, donc je pense que vous pourrez vous identifier. Donc ça, vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, me laisser votre mail et je peux vous inscrire. Et sinon, vous pouvez aussi me contacter par mail, pareil, joannasiama@gmail.com si vous avez des questions, ou alors m'envoyer un message directement sur Instagram. Voilà, tout cela sera dans la barre d'informations. Moi, Johanna, de mon côté, je te remercie pour ton énergie, pour ton sourire, pour cet Les gens ne le échange voient pas, mais peut-être qu'ils passionnant. l'entendent. Et on dit à notre audience, aux gens qui ont eu la curiosité, la patience, l'énergie aussi de nous suivre, euh, à très vite. Merci beaucoup les amis. Merci à toi Elinka. Salut! Ciao, ciao. Merci de tout cœur d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il aura été riche en conseils pour toi. Si tu as aimé cet épisode et que tu aimes le podcast, sois la bienvenue de le suivre, de l'aimer pour que d'autres personnes comme toi puissent le découvrir. De mon côté, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.